Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial du 13e étage. Je suis François Lamarche et je serai votre animateur pour cet épisode. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Jalbert. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Salut François, comment ça va? Ça va très très bien. Je suis vraiment content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je pense que à la demande générale, les gens veulent qu'on t'entende un petit peu parler. J'aimerais commencer tout de suite en disant, parle-moi de ton podcast. C'est quoi cette bébête-là? Ben en fait, comme un peu tous mes projets, c'est parti un petit peu de rien. Un certain mercredi matin, je me suis dit, ça fait déjà, en fait, on va revenir à l'historique un petit peu du podcast, puis après ça, je parlerai de la mission, puis un peu où je m'en vais avec ça, mais initialement, je ne suis pas un gars qui consommait énormément de podcasts à la base. J'en écoutais quelques-uns, j'ai participé avec certaines écoles de formation, certains organismes dans l'immobilier, tout ça, puis j'avais aimé mon expérience, puis c'est ça, puis à un moment donné, avec le ban immobilier, entre autres, on a commencé une page, pour ceux qui ne la suivent pas, allez la suivre, le ban immobilier, où on est rendu quasiment à 10 000 personnes là, sur la page. Puis, on voulait aider les gens à faire les choses de la bonne manière. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce qu'on commence à donner des espèces de capsules vidéo, des chroniques ou des blogs, plus avec sous forme de Q&A. Puis, tout ça mijotait un peu depuis à peu près 1 an. Puis, j'ai décidé finalement que ça allait être un podcast, puis En fait, ça fait déjà un petit bout que j'y pensais. C'est un peu sur les inspirations de la tour à TVA où à un moment donné, j'ai regardé ça et je suis comme, hey, c'est cool, tu sais, le format plus humain, plus. Évidemment, là, c'est des artistes, là, mais. Ouais, je me souviens, tu m'en as parlé à quelques reprises. Au début, tu disais, le concept est vraiment cher. Ouais, le concept que je trouvais plus humain, plus cosy, plus, tu sais, moins formel, moins tout le monde en parle ou pose des questions, on essaie de pogner un peu dans le coin. Puis, le but du podcast, c'était de donner du contenu, d'inviter des gens qui sont entrepreneurs, qui sont en finance, qui sont en immobilier, qui vont parler de différents sujets, mais qui vont parler d'eux aussi. Puis, c'est une formule que j'aimais beaucoup du côté humain, du côté de l'humilité, de dire, on amène des gens qui ont une expertise, un succès, des gens qui réussissent dans leur business respectif, puis on va aller vraiment sur tous les horizons. Là. On va avoir vraiment des entrepreneurs, puis là, on ne dévoilera pas tous les secrets, là, mais... Comment? Mais je vais avoir vraiment des invités de qualité, de chacun à leur manière, chacun leur parcours, chacun leur historique. Puis je suis bien excité de ça. Puis en fait, la mission de ce podcast-là, c'est, je me rappelle quand moi, puis on va en parler plus tard là, de mon parcours, mais je me rappelais quand moi, j'étais en train d'hésiter, puis de me dire, bon, mais Colin, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'étais employé, j'étais pas heureux, j'étais malheureux un petit peu. Puis là, je me disais, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? J'aurais aimé ça avoir ce podcast-là avec les différents sujets qu'on va aborder, plus du côté humain. Surtout dans les deuxièmes parties où on va parler de différents sujets. Puis, grosso modo, c'est un peu comme ça que c'est né. Puis en fait, c'est né de rien. Là. Un matin, je me suis dit, bon, mais gars, j'étais sur Amazon, puis là, j'étais comme, bon, mais gars, on le commande, puis il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien fait. 3 semaines plus tard, on tournait les premiers épisodes. Le branding s'est fait grâce à Luximage, entre autres, qui ont embarqué dans l'aventure avec moi, qui sont commanditaires, puis qui m'aident à la production du show. Puis c'est vraiment parti de rien, en fait. Là. J'avais pas d'idée. J'avais une vision, un concept de ce que je voulais faire, mais il n'y avait rien de fait. Puis finalement, en l'espace de 2-3 semaines, je me suis dit, bon, mais go, on le fait. Puis c'est parti comme ça. Puis en fait, le podcast se voulait pas un GP show. Là. C'est pas comme ça que je le voyais. Puis là, je me rends compte que les gens veulent en savoir un petit peu plus. Puis en fait, c'est peut-être un peu normal, mais le but, c'était pas de dire à quel point je suis bon et à quel point je suis fin. C'était vraiment de donner la place aux invités, puis d'amener du sujet, puis d'avoir des discussions, puis de faire vraiment de quoi qui n'est pas stagé. Évidemment, il y a des questions qui sont déjà pré-envoyées là, pour avoir que les gens arrivent. Une notion de base sur chaque invité. Oui, exactement. Puis que les invités ne soient pas nécessairement... Des fois, avec le stress, tout ça, les invités n'aient pas les réponses. C'est un petit peu ça. Là. Il y a une petite notion, j'aimerais qu'on entend souvent dire, puis tu vas toujours dire on parle des vraies affaires. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente parler des vraies affaires? Ou comment est-ce que tu le perçois par rapport à ça quand tu le dis? Oui, on le dit souvent à la face, mais c'est vrai pareil, là, tu sais. On pourrait en parler longtemps, mais en fait, tu
sais, puis pour les gens qui me connaissent, puis pour les gens qui me connaissent pas, ben, je vais le dire pareil. Je suis un gars qui fait pas dans la dentelle. Peut-être que des fois, je suis un peu polarisant. On aime ou on n'aime pas, mais je déteste les gens, puis je vais le dire, les peddlers, les gens qui vendent du mensonge, les gens qui sont faunés, qui véhiculent des valeurs ou des choses qui sont complètement fausses, puis on en voit de plus en plus, puis ça m'interpellait depuis que je suis en immobilier où je vois des choses, puis c'est des purs mensonges ou c'est incroyable ce qu'on dit aux gens puis que les gens croient. Puis évidemment, mais quand tu commences, entre autres en immobilier, mais ça peut être dans l'entrepreneuriat en général, les gens, ils savent pas trop à qui se fier. Puis des fois, on croit ce qu'on entend parce qu'on ne sait pas. Puis, donc c'est ça. Puis en fait, tu sais, je voulais avoir des invités qui vont dire les vraies affaires. Puis les vraies affaires, des fois, c'est pas toujours plaisant à entendre. Des fois, c'est comme là, moi, je pensais que ça allait être facile, ça allait être rapide, puis ça allait. Fait que c'est un petit peu ça. Puis en fait, tous les invités que je vais avoir, on va parler de différents sujets de leur expertise. Puis pour moi, les vraies affaires, c'est de dire exactement comment ça se fait de la bonne manière, puis c'est quoi l'expérience de la vie aussi. T'sais. Parce que la vie, c'est. Puis autant en entrepreneuriat que dans la vie, il n'y a rien de facile. Puis je le dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est de la merde à chaque jour. Absolument. Écoutez, ben, merci JP pour cette honnêteté-là. Puis j'ai la chance ce soir, on a retourné les micros de bar, tu sais. Fait que je peux vraiment en faire un JP show parce que c'est ça qu'on nous a demandé. T'sais, on a reçu les commentaires puis on veut savoir c'est qui Jean-Philippe. J'ai quasiment peur de perdre ma job d'animateur, Colin. Faut pas. Merci, j'apprécie. Mais la question va être, c'est qui ce JP? Parle-moi toi. Initialement, mon parcours est un peu impromptu. J'ai un parcours non traditionnel. J'ai un DEC en gestion de commerce que j'ai fait en 5 ans. Pour les gens ça prend 3 ans normalement. Je faisais différentes choses. J'ai travaillé comme conseiller financier à l'âge de 19 ans chez Clerca, qui est maintenant une entité unique de Sun Life. Puis, ça a commencé comme ça un petit peu. J'ai commencé en finance. Pendant ce temps-là, je finissais mon DEC. J'ai commencé un bac en finance à temps plein. Je travaillais à temps partiel pour la Banque de Montréal. Puis c'est comme ça que ça a commencé un petit peu mon amour pour la finance. Ensuite de ça, j'ai changé mon parcours scolaire pour devenir à temps partiel. J'ai continué à être caissier. En fait, je suis représentant service à la clientèle, mais c'était caissier dans les faits. Ensuite de ça, ils ont ouvert un poste spécifiquement pour moi qui était d'adjoint au planificateur financier à la succursale de Brossard où il y avait un planificateur financier que je suis comme devenu un peu son adjoint. Puis, ça a commencé comme ça. Ensuite de ça, j'ai eu un poste qui était spécialiste en fonds d'investissement, qui est un poste un peu de planificateur financier, mais sans avoir le titre, parce que je finissais mes études. Puis, ça a commencé comme ça, mon parcours. Ensuite de ça, après quelques années, c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, chez Banque de Montréal. On a eu des belles années. Hein? Très belles années. Je te dirais même que c'était des années très amusantes. Tout à fait. On n'ira pas dans les détails pour les gens qui nous écoutent, malheureusement. Mais. J'espère. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que la fois, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, là, ou à peu près. Puis à un moment donné, j'étais un petit peu blasé. Les milieux bancaires, c'est quand même un milieu qui est unique. Puis j'avais besoin d'un petit peu de défi. C'est que dans le fond, ça s'est terminé avec BMO. Puis après ça, j'ai fait différents jobs dans la vente. Ça a été chez Xerox, entre autres. Super formation, mais c'était vraiment pas pour moi. J'étais un 5 ans, 6 ans à me chercher un peu à faire différents emplois. J'ai travaillé chez Gourou, la boisson énergisante, qui n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Puis par la suite, j'ai été engagé. J'ai fait aussi un job de travailleur autonome dans le promo, là, les articles promotionnels. Donc, j'ai fait différentes choses. Tu es longtemps aussi dans le milieu des breuvages, je crois. Oui, exactement. Après ça, j'ai été engagé chez Molson comme marchandiseur, dans le fond, les gens qui placent le stock en magasin. Puis par la suite, j'ai eu une promotion comme représentant dans les bars, les restaurants. Ça a été des années enrichissantes aussi. C'est un autre domaine, mais ça m'amène à poser la question. Tu as parti du fait que tu faisais du placement. Donc, on parlait d'adjoint au planificateur financier jusqu'au moment où tu as été, en fait, toi-même un planificateur. Tu as fait de la vente au niveau de la représentation. Et là, ben, c'est ton argent que tu as investi. Donc, du placement, ton module est différent. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic à un moment donné qui a dit « Hey, c'est de l'immobilier, je veux faire. Hein? » Ben, en fait, j'avais déjà de l'immobilier. J'ai commencé à acheter de l'immobilier, j'avais 24 ans. J'étais dans un poste qui était de planificateur financier. Je n'étais pas planificateur, je n'avais pas ma licence en tant que telle, mais c'était quasiment la même définition de tâche au niveau de placement puis de faire des petites planifications. Évidemment, il y avait quelqu'un qui devait signer, mais c'est moi qui les bâtissais. Puis, grosso modo, ben, j'avais de la liquidité. J'avais acheté ma maison. Moi, j'ai acheté ma maison à 23 ans.
Puis, je croyais même pas tant au marché. À l'époque, les marchés n'étaient pas ce qu'il était aujourd'hui en 2021, quand les marchés vont bien. On revenait d'une grosse crise, c'était quand même tranquille. Fait que j'ai investi dans des condos. À ce moment-là, j'ai été conseillé, mal conseillé, mais ça fait partie du parcours. Essai d'erreur de commencer parcours d'investisseur. Oui, exactement. Moi, à l'époque, je l'ai acheté un triplex ou quadruplex, quelque chose de quand même abordable à l'époque. Puis on me disait non, c'était trop cher. Mais on parle de ça, c'était dans les années, je sais pas, j'avais peut-être 2012, quelque chose comme ça. Si on investit à cette époque-là, que c'est le temps de continuer à en mettre plus là. On en parlera plus tard, là, mais c'est ça. Fait que ça a commencé ça. J'ai acheté 2 condos. J'ai fait un petit peu d'argent avec ça. J'ai eu bien les épreuves. Je connaissais rien. J'ai eu un locataire qui a tout pété. Il vendait de la drogue avec une trappe dans le condo. Je suis passé par différentes... C'est une belle expérience, ça. Exactement. Puis finalement, après 5 ans, j'ai vendu les 2 condos. J'ai repris la mise de fonds. J'ai doublé ma mise de fonds. J'ai repris ma mise de fonds. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé. J'ai acheté un immeuble, en fait, à un sixplex clé en main. Ça a été comme ça que j'ai eu un petit déclic. En fait, j'ai acheté ça, puis après ça, j'étais allé à une réunion de la MREX qui était donnée au 10-30 à l'époque. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je connaissais rien partout. Je connaissais les métriques de la finance, mais les métriques de l'immobilier qui sont peut-être un peu plus spécifiques. Puis c'est comme ça que ça a commencé. En fait, j'ai acheté un Ciplex qui est encore aujourd'hui, je détiens, qui a été mon premier vrai move en tant que, je dirais, investisseur immobilier plus sérieux. Ensuite, j'ai été me former, j'ai fait la MREC, j'ai fait différentes formations, les formations de Jeff Tremblay. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment une passion. Il y a eu aussi toute l'aventure avec Mawson, une blessure. J'ai une blessure au tendon d'Achille. Parle-moi un peu de ça, Jean-Philippe. Je me souviens de cette époque-là. Évidemment, je connais ton histoire, mais je me souviens que c'est là que tu as vraiment commencé à t'intéresser. Bon, on s'entend tous, tu as fait du sport, tu as été dans des bons niveaux, on a fait du CrossFit, des choses comme ça. Ouais. Mais tu as eu une blessure au tendon d'Achille, puis ça a été comme ton déclic, je pense. C'est à partir du moment-là que tu t'es assis, tu te regardais, tu as dit « c'est où je m'en vais, là? » Ah, tout à fait. J'ai un parcours de sportif. Pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, j'ai arbitré au soccer pendant quasiment 18 ans jusqu'à très haut niveau. J'ai arbitré des tournois nationaux. J'avais ma bâche nationale, donc j'étais sur la liste nationale. On s'entraînait énormément. Là. On faisait entre 2 et 3 matchs par semaine, plus les entraînements. Suite à ça, en fait, en étant chez Mawson aussi, il y a eu un changement où à un moment donné, ça demandait énormément de temps d'arbitrer au soccer, énormément de discipline. Puis il y a un moment dans la vie où tu es peut-être un petit peu moins... il y a des choix à faire. Puis c'est ça. Donc, tu sais, on revenait sur la blessure. Ça vient peut-être un peu de là. J'ai arbitré plus de 2500 matchs, je pense, dans ma carrière. T'as trop couru, tu vas me dire. Hein? Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai quand même un background de discipline avec l'arbitrage puis tout ça. Puis, en bref, au CrossFit, lors d'un entraînement assez banal, en sautant sur une boîte, j'ai eu une déchirure du tendon d'Achille. Donc, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé avec un bat de baseball dans le mollet. Écoute, l'histoire, elle est classique. Chaque fois que tu la comptes, c'est drôle. C'est pas drôle, mais c'est drôle. Un certain lundi au mois de février 2019. Puis, c'est là qu'un peu tout parti sur une expérience assez négative, en fait, pour bien des gens. Extrêmement douloureux là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ça peut faire. C'est le plus gros tendon du corps qui snap. Puis moi, il a déchiré complètement. Là. Moi, je me souviens, tu me disais, tu avais ta jambe étendue, puis c'est comme si tu avais l'impression que quelqu'un qui te gratouillait dans le tendon. Là, tu me regardais, tu avais les yeux. Je me souviens de ça. Fait que je me suis fait opérer pour ça. Donc, chirurgie. En fond, ils ramènent ça avec une espèce de pince, puis ils cousent ça. Là, puis, donc, pendant 3 semaines, à rien faire, je peux pas, j'étais en béquille, c'était compliqué. Une simple aller aux toilettes était un défi, était excessivement compliqué. Là. Pour les hommes, pisser avec une jambe debout, j'avais l'air d'un flamant rose. Là. C'était assez complexe de garder l'équilibre avec une main sur... J'essaie d'avoir l'image. Oh my God! C'est ça. Une main sur la béquille, puis l'autre main sur le pinceau. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé de ça. En fait, j'étais alité pendant quasiment 3 semaines. Fait que là, t'as le choix de dire que c'est de la merde, puis que ci, puis que ça. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder différentes vidéos. J'ai écouté des podcasts qui n'étaient pas autant populaires qu'aujourd'hui. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'immobilier, au mindset de différents entrepreneurs. Puis c'est un peu là que je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être employé toute ma vie? Puis, pas que c'est pas bon, mais c'était peut-être quelque chose qui... Puis j'ai eu un peu pas un flashback, mais une récapitulation de toutes mes dernières années où genre j'avais accumulé des jobs où je n'étais pas nécessairement satisfait.
pour bien des gens, mettons, exemple, la job chez Molson, c'est une job de rêve. Là, j'avais un char fourni, fonds de pension, un bon salaire, les parties, les centres belles, le ci, le ça. Puis je me rendais compte que j'étais malheureux. Tu avais toujours à te rapporter à quelqu'un, tu avais toujours à... Ouais, il y avait des décisions. Évidemment, je suis quelqu'un qui a des fortes positions. Puis des fois, ben, je me disais que ça pourrait être fait différemment. Puis tout ça. Puis je me rappellerai toujours. Puis je sais qu'il écoute le podcast, Jean-Claude Payette, qui était un de mes. Salut d'ailleurs, Jean-Claude. Oui, exactement. Qui est un de mes boss, qui est devenu un ami par la force des choses, qui m'avait dit un certain jour, vers la fin de ma carrière chez Molson, où il m'a dit, tu vas jamais être un bon employé. Puis je m'en rappellerai toujours, c'était en septembre à Saint-Hyacinthe, dans le stationnement, on sortait d'une visite client, puis il me dit, tu vas jamais être un bon employé. Puis c'était pas péjoratif, c'est-à-dire que j'avais des plus grandes ambitions, c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Puis tu sais, lui, il avait peut-être un eye-opener pour faire un move personnel à ce moment-là. Ça, c'est à mon retour là, après ma blessure. Puis tu sais, il m'avait dit, il m'avait dit, tu sais, il dit, tu seras jamais un bon employé. Puis ma blessure a eu en février, j'étais revenu chez Molson peut-être en juin, là, avec le délai de réhabilitation et tout ça. Puis ça a été comme un processus, c'est pas du jour au lendemain, mais à un moment donné, c'est des petits signes qui disent, à un moment donné, je suis peut-être pas à ma place. Puis à la fin, j'étais foncièrement malheureux. Puis on nageait ensemble dans ce temps-là, on s'entraînait pour un triathlon, puis ça allait pas, là, sérieusement, ça allait pas. Puis, même... Juste pour dire que oui, après la blessure, tu étais capable d'entraînement pour un triathlon. Exactement. 8 mois. C'est donné un beau défi, mais c'est le fun parce qu'on est capable de regarder en avant après ça. Oui, exactement. 9 mois après, je courais, je faisais du vélo, je nageais. Puis c'est un peu là où, à un moment donné, je me suis dit, puis j'étais malheureux, en fait. À un moment, je me disais, je fais-tu une dépression? Puis je suis un gars qui est quand même positif dans tout. Puis à un moment donné, je me dis, dans le fond, j'étais juste pas à ma place. Puis c'est ça que... Fait que dans le fond, fast forward, t'es là que tu as pris le temps pour toi aller t'éduquer sur quel est l'immobilier, quels sont les moyens, quelles sont les choses. Je sais que toi, tu as une spécialisation, tu es allé vraiment vers le neuf, la construction neuve. C'est-tu un cheminement que tu as appris dans les livres? C'est-tu quelque chose que tu as appris En fait, j'ai commencé un peu dans la potion magique au début. J'ai commencé dans le neuf, puis dans le fond, c'est la seule chose que je connais. C'est que je suis comme devenu par la part des choses un peu... les gens me considèrent comme un expert. Moi, je me vois pas comme ça. Un gourou, moi, je dirais. Je t'attaquais avec ce mot-là, mais moi, je vois que les gens, en fait, je pense que je suis un gars qui est passionné. Je suis un gars qui aime ça aider les gens, puis ça me fait plaisir de donner de mon temps. Je le dis toujours, moi, je donne des formations, entre autres pour la MREX, pour différentes affaires. J'aide des gens. Je n'appelle pas ça du coaching, mais c'est plus du mentorat ou donner mon temps. Puis, j'ai pas fait 100 millions de projets. Là. Moi, on est à 5 ou 6 projets là, depuis 2 ans, qui est quand même pas rien. C'est quand même énorme. Mais j'ai pas monté des tours à Montréal. Je me considère pas comme un... Moi, en tout cas, j'ai un peu... On en parlera tantôt, là, mais tu sais... Mais est-ce que d'avoir bâti une tour à Montréal te mettrait dans un milieu à part parce que tu connais les choses? Je pense non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens... Je constate qu'il y a des gens qui sont bien plus experts que moi. Peut-être que j'ai un meilleur delivery. Je suis quelqu'un qui dit les vraies affaires parce que je l'ai fait. Puis, mettons, il y a des gens qui disent plein d'affaires, puis dans le fond, c'est un peu de la merde. Que je pense que je suis reconnu pour ça, puis je pense que c'est un peu pour ça que les gens m'apprécient. Puis je suis un gars qui contribue, entre autres, avec le banc d'immobilier qu'on a parti avec différentes personnes. Très intéressant, les gens, le banc d'immobilier sur Facebook, une belle page, il y a un beau partage, c'est le fun. Un peu le concept initial avant le podcast, où ce que tu veux partager les informations aux gens, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Fait que grosso modo, mon parcours, quand tu me demandais, pour revenir à ta question, est-ce que ça a parti du jour au lendemain? Non. En fait, ça fait longtemps que je l'ai entendu souvent des invités, j'avais l'essence de l'entrepreneuriat. Moi, je le savais, mon grand-père avait une entreprise, j'ai été élevé dans ça, ça a été vendu, c'était pas le bon timing, il n'y avait personne de près, il n'y avait pas beaucoup de relève dans la famille, on était trop jeunes. Puis on dirait que ça a toujours resté un petit quelque chose. À un moment donné, je disais, hey, je veux partir de quoi? Mais à un moment donné, tu le sais pas, c'est quoi? On a eu plusieurs discussions. Hey, on veut être entrepreneur. Hey, on part quoi? Moi, je vais être prêt à mettre 200% de mon énergie, me dire, c'est sûr, ça va marcher, il n'y a aucune chance. Puis un peu, on parle souvent d'insouciance. Je suis un peu cave, là, dans le fond. Moi, j'ai mis toutes mes... Définis, qu'est-ce que tu veux dire par cave? Non, mais j'ai été... on le dit souvent, les entrepreneurs sont un peu fous, ou genre, tu dis, regarde, moi, je mets tout ça, puis c'est ça, puis... moi, même ma famille, mes proches, ils étaient comme, t'es sûr? Moi, je me suis mis all-in. Dans le fond, ce que les autres personnes qu'on a eues sur les shows qui disaient de se lancer dans le vide, de lancer, toi, tu l'as fait, t'es le premier Bing Bang. Puis moi, je fais du parachute. On dit souvent, on sort d'en bas de l'avion, puis on fera le parachute en cours de route. Là. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait quand je revois un peu en rétrospective, là, 1 an, où je me suis dit, je vais lâcher une job
quand même intéressante où bien les gens qui rêveraient La de ce sécurité, job-là. dans le fond. Puis moi, j'étais malheureux, tu sais. Fait que là, c'était pas la job, en fait, c'était juste que j'étais pas dans. Tu sais, c'est comme. J'étais juste pas à la bonne place, tu sais. Fait que Aujourd'hui, tu te considères quoi? Un entrepreneur, un investisseur immobilier? Comment tu te c'est verrais, un peu toi, le sur but ta du carte, là? podcast. En fait, moi, cette année, j'ai eu un virage où je me suis rendu compte que tu sais, on a monté une belle business. J'étais avec mes sœurs là-dedans. Initialement, j'étais quand même tout seul. J'ai embarqué un peu mes sœurs là-dedans qui m'ont fait confiance parce que j'étais le grand frère. Puis finalement, j'en ai 2 qui travaillent à temps plein dans le business. Puis je vois leur cheminement. Puis je suis fier d'eux. Puis je vois qu'ils s'intéressent. Ils sont allés se former eux autres aussi, je pense. Exactement. Hein? Tu sais, puis la location, c'est quelque chose que j'aimais moins. J'ai ma soeur Elisabeth qui le fait. C'est incroyable. Elle le fait à merveille. Elle le fait mieux que moi quand je le faisais. Tu sais. Puis, je suis très fier de ça, mais je me rends compte que quand j'ai bâti cette business-là, on a une belle croissance. On a plein de choses qui s'en viennent. Pas que je suis blasé, là, mais tu sais, je me dis, je me rends compte que c'est pas nécessairement l'immobilier qui m'intéresse, c'est plus le process de bâtir quelque chose. Puis fait que là, tu sais, on est dans un ère où dans les 5-10 prochaines années, il va y avoir beaucoup de reprenariat, donc de business qui vont être sans relève ou qui vont être à vendre ou à céder ou du moins en transition, en fusion. Fait que je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose qui m'intéressait de plus en plus. Puis c'est un peu la décision que j'ai eue en début d'année où, oui, je suis un investisseur immobilier, oui, je suis un développeur immobilier, on parle d'immopreneur, mais je pense que je me définis plus comme un entrepreneur, un multi-entrepreneur où l'immobilier va rester mon core business. C'est une belle business, on réussit bien, on fait de l'argent, évidemment. Il n'y a pas juste Mais ça. tu n'auras pas de gêne à l'explorer d'autres choses. Exactement. C'est un peu dans ce virage-là que cette année, j'ai appliqué pour faire l'école d'entrepreneurship de la Beauce où j'ai été accepté. Là, malheureusement, le premier séjour a été reporté à cause que Québec est encore en zone d'urgence. Là, mais puis pour moi, c'est une fierté parce que quand je regarde les gens qui sont allés là, je suis comme... Même au début, je dis, tu sais, j'avais même parlé à des gens, ouais, je sais pas trop, je sais pas si j'ai ma place là, puis ça a commencé comme ça, puis... On peut peut-être revenir dans nos sujets, tu sais, de l'école d'entrepreneur. Moi, tu parlais d'entrepreneuriat, j'avais une question qui disait, c'est quoi qui t'attire ou c'est quoi la partie qui te stimule le plus, mettons, dans l'entrepreneuriat? C'est-tu comme idéaliser un projet? C'est-tu de le réaliser? C'est-tu de le déléguer? Tu sais, qu'est-ce que toi, t'aimes faire par rapport à être un entrepreneur, là, tu sais? Ben en fait, c'est vraiment une bonne question, hein, parce que c'est le fun parce que moi, c'est un peu... les questions sont déjà déterminées, mais c'est une bonne question. Tu m'as déjà dit c'est quoi ta plus grande qualité quand je voulais pas que tu la poses, fait que je t'envoie des questions un petit peu tordues, tu sais. C'est correct, ça c'est bon, c'est de l'amitié, on va s'en parler après. Mais non, en fait, qu'est-ce qui me stimule? Je pense que c'est un peu tout. Je me rends compte, je suis pas un gars qui est très artistique, mais je me rends compte que je suis un gars qui est ultra créatif. Puis... je te devance sûrement, mais je m'en fous. Là. J'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur où des fois, je me disais... des fois, on s'auto-sabote un peu. Puis en fait, le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent... C'est dur de s'enlever cette étiquette-là. Hein? Ouais. Ben, tu sais, comme je le disais tantôt, tu sais, est-ce que je suis connaissant? Oui. Puis moi, l'affaire, c'est que je connais juste une affaire, je connais le neuf. Tu sais, je connais les... On peut parler de flip, on peut parler de financement, de direction, mais tu sais, moi, je me spécialise là-dedans. Fait que je te dirais pas comment flipper une maison, je te dirais pas comment si. Je suis pas un gars de construction. Je le dis toujours à toutes les sauces. Tu sais, les gens qui disent ça te prend si. Honnêtement, là, je suis zéro. Là, tu sais, je fais même pas mes travaux chez nous. Ouais, mais avoir le syndrome de l'imposteur, des fois, c'est avoir de la misère à mettre le chapeau qui te revient. Tu sais, parce que les gens, ils vont se dire imposteur, mais on s'entend que le travail que tu fais, la business que tu te crées, c'est une business qui évolue graduellement et n'est pas déjà gradée avec un directeur d'ici, un directeur du marketing, avec un directeur régional. Tu sais, t'as pas une structure à monter les échelons. Fait que c'est sûr que tu as toujours l'impression d'être peut-être pas à bonne place, mais je pense que tu as appris à briser les portes, par exemple, pour aller créer cette place-là. Puis tu sais, avec le syndrome de l'imposteur vient un peu aussi les plafonds. Tu sais, moi, je me suis rendu... Je réalise actuellement que je suis capable de faire n'importe quoi. T'sais. Fait que c'est un peu ça, quand tu me dis qu'est-ce qui me stimule, mais pendant un bon bout de temps, je me disais, bon, ben, j'étais le rep chez Mawson, puis c'est correct, il y a des super bons reps, puis il y a des gens qui font ça de carrière, puis c'est admirable. Mais moi, dans ma situation, on dirait que j'aspirais à plus, puis on dirait que je me suis pas donné le coup de pied dans le cul moi-même pour me dire, hey, vas-y donc, Chris, tu sais, fallait, puis ça, c'est un peu ça. C'est que dans le fond, qu'est-ce qui... Tu sais, pour la question... Je pense que j'ai découvert que je suis un gars ultra créatif. Je suis un gars que... C'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disent tout ce que tu touches, ça réussit. Mais tu sais, peut-être,
mais j'ai fait bien des erreurs. On en a parlé de certaines. J'en fais encore des affaires où des fois. Tu vas en avoir d'autres éventuellement. C'est sûr. Puis, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Là, c'est pas. C'est comme des fois, je parle à des parents. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de livre pour être parent. Là, être un bon père, une bonne mère. C'est la même chose. Il n'y a pas un livre pour être un bon entrepreneur. Tu vas faire des erreurs. On viendra dans les conseils, tout ça, mais. Ah, mais les conseils, ça va revenir. Mais, ouais, mais c'est ça. Pour aller plus loin que ça, je me souviens, une soirée, on était ensemble, on prend un verre, puis un moment donné, tu as comme un flash, puis tu me dis, François, j'ai découvert cette semaine, je l'ai réalisé. Là. La seule limite que j'ai, c'est moi. Tu as comme flashé. Ah, ben en fait, je te le disais à toi, puis dans le fond, je me suis dit, moi aussi, je suis de même. Explore. Ben, tu me le disais à moi, mais c'est quelque chose que tu avais réalisé par toi-même. Mais tu sais, comme. Explain qu'est-ce que tu veux dire là. Les gens, là, ils nous écoutent. Ils s'en mettent des barrières. Tu sais, souvent, en fait, c'est des fois, on se limite. J'appelle ça un peu l'auto-sabotage. C'est qu'on se dit, mais je peux juste faire ci, je peux juste faire ça. Mais quand on s'enlève cette limite-là, on est capable de faire n'importe quoi. Je veux dire, on n'a pas. On est parti en immobilier avec notre argent. Là, je veux dire, le vrai chiffre, c'est qu'on a tout mis 80 000 $, puis on est parti. Puis c'est comme ça que ça a parti. Maintenant, on joue avec des chiffres majeurs, puis on ne l'a pas volé. Il n'y a personne qui nous a aidés. On l'a fait nous-mêmes. Puis là, maintenant, on change un peu la structure. On s'en va dans différentes choses. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qui m'allume? Ben, je pense que je me suis rendu compte que je suis un gars ultra créatif. J'ai des idées Des fois, le monde me dit « Chris, il est fou ». Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein d'affaires. Puis à chaque fois, j'ai une idée, mais je la pousse au fond. Fait que il y a des gens qui ont des idées, ils ne réalisent pas. Moi, j'ai des idées, puis des fois, j'en flush ou j'en mets on the side. Exemple, dans le COVID, j'ai fait toute la structure pour une compagnie de prêt privé. Là, pour l'instant, elle est sur une tablette, mais elle est déjà prête. Là, j'apprends, je mets de l'argent dedans, puis ça part. Là, fait que j'ai plein d'idées. Fait que, je pense que qu'est-ce qui me stimule, moi, c'est en immobilier, surtout, c'est que tu as de quoi de concret. Moi, j'appelle ça un peu, puis James en parlait un peu, l'héritage. C'est l'immeuble qui est là, ben, il va toujours rester là. Tu vas dire, hey, cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai développé, c'est moi qui l'ai bâti. Ma réalisation. Puis il y a des gens qui habitent dedans. Nous, on est dans l'autre gamme. Nous, notre vision d'immobilier Jalbert avec mes sœurs, c'est on offre des services de qualité puis des espaces de vie de supérieurs. Puis c'est facile de dire, tout le monde est capable de faire du haut de gamme, des comptoirs en quart, des encastries, des bébelles. Il y a la notion de service, puis nous, moi, ma vision que j'ai véhiculée à mes sœurs, qui est maintenant dans l'entreprise, puis que c'est l'image de l'immobilier Jalbert, c'est d'agir en tant que hôte. Donc, d'être comme quand tu vas à l'hôtel, ben, il y a des petits détails, le petit ci, le petit ça. Nous, on donne des paniers d'accueil, des cartes personnalisées, des petites choses. Là. On n'est pas en train de gonfler des licornes puis faire des affaires, mais des petites attentions que, en fait, on se met dans la peau des locataires, nous, on appelle des clients. Qu'est-ce que tu as le goût de recevoir quand. Il n'y a personne qui faisait ça. Là, ça commence à être un peu plus vu, là, je le vois. Puis en quelque part, si j'ai pu être un ambassadeur, ben, tant mieux. Puis nous, en fait, c'est mes veines. C'est le sang qui coule dans mes veines. C'est ça notre vision. Puis ben, ça, il n'y a personne qui va nous enlever. Ça paraît que tu es l'animateur de ce show-là parce que tu avances les questions. J'étais en train d'arriver à la question toi-même que tu as en sujet. Comment est-ce qu'à ce moment-là, dans ton projet d'immobilier, dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, tu te démarques ou que tu deviens un leader ou un chef de file dans ton marché? Qu'est-ce qui fait ça? Comme tu viens de toucher le sujet en disant ben, les petites attentions qu'on fait, les petits cadeaux, les choses. Ben, je pense que je veux dire, à un moment donné, l'immobilier neuf, c'est l'immobilier neuf. Mettons, on bâtit des espaces. Après ça, tu as le choix des matériaux, de la qualité de construction, parce que tout le monde voit souvent les matériaux finaux, les comptoirs, les planchers, les mais nous, il y a l'isolation, il y a le son, il y a la qualité des fenêtres, la qualité mettons, mettre des aires climatisées, thermopompes. C'est des petits trucs, mais tout le monde est capable de faire ça. Nous, vraiment, ce qui fait notre saveur ou peut-être notre vision, on est des gens humains. Mes sœurs, on est tous des gens qui font attention, qui ont toutes les petites attentions. On répond rapidement aux problèmes, on répond rapidement à tous les locataires qui nous demandent des demandes d'informations. On a mis plein de systèmes en place pour pouvoir avoir un système qui est structuré. On a une centrale téléphonique. Donc, c'est ça qui fait la différence. Puis, en fait, il n'y a pas de magie. Là, je veux dire, on ne réinventera pas la roue. Là. Je suis pas Non, mais ça démontre que ce que vous avez mis comme accent sur le service à clientèle, vous l'avez amené à un autre niveau quand même. Ah, tout à fait. Puis, ça vient un peu de mon background en finance où tu te souviens, dans les banques qui utilisent beaucoup le TRN, 360, le taux de recommandation net où la majorité de ton bonus est basé sur l'expérience client. Je veux pas, ça fait partie de mon parcours. Chez Molson, c'est la même chose. On travaille avec le public. On est des gars de vente. Fait que je pense que ça s'est appliqué dans ma business qu'on a bâti, dans notre business qu'on a bâti où on retransmet un peu de où on vient. Puis
je pense que les gens adoptent ça, de pas des grosses machines compliquées. On est déjà accessible. Les locataires, s'ils veulent nous rejoindre, on a une centrale téléphonique qui est disponible. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu, je pense que c'est ça qui est un peu qui nous démarque. On fait rien de si différent, mais c'est juste de la manière peut-être dans comment on le fait. Là, Good. Écoute, dans ton podcast, tu amènes les gens à parler un peu de leur route, je pourrais dire, mettons, de leur parcours, évolution dans leur parcours. Il y a des questions que tu aimes poser aux gens, puis je vais te les lancer parce que je vois que tu as passé le temps vraiment à réfléchir à ça, puis pour vous donner un peu le même feedback que les invités donnent aux gens qui écoutent. J'espère que je vais m'en rappeler. Je vais te passer les feuilles, Jean-Philippe, il n'y a pas de trouble. Écoute, je vais commencer par, j'aime ça, les enjeux. Qu'est-ce que tu as eu comme défi? Tu sais, mettons, à quoi tu as fait face que tu sais que ça a été dur, puis tu l'as relevé, puis tu sais, élabore un peu sur les enjeux que tu as vécus. Ben, un des premiers enjeux, c'est souvent je l'ai parlé un petit peu tantôt, c'est de s'arrêter un peu, de se mettre des plafonds. Je suis pas capable. Souvent, on veut pas, ça arrive à tout le monde. Je pense que ça a été un de mes premiers enjeux. Manque de connaissances aussi. Je pense que c'est ultra important. Là. Maintenant, il y a des formations à profusion. Que ce soit les formations, que ce soit moi où me suis vraiment amélioré, c'est l'entourage, mon réseau. Je suis quelqu'un qui a des aptitudes quand même sociales intéressantes. Puis c'est là un peu où des fois, on apprend souvent de hey, genre, moi j'ai fait ça. Ah, crime, j'avais pas pensé à ça. C'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment. Des fois, tu prends juste des petits morceaux de robot de tout le monde. Mais à un moment donné, ça fait que tu viens avoir différents éléments qui est intéressant, que nécessairement, tu n'as pas toujours dans la formation. C'est super bon. Il y a des gens qui peuvent être excellents sans formation. Mais je pense que c'est la formation, l'éducation. On en parlait avec Robert Richard, entre autres, qui n'a pas nécessairement beaucoup d'éducation, mais c'est un gars qui est extrêmement connaissant. Donc, d'être autodidacte, il y a différents moyens d'apprendre. L'apprentissage, c'est pas juste aller à l'école, faire de la formation. T'as pas de deck, t'as pas de bac. On voit Robert qu'est-ce qu'il peut partager comme historique de loi puis des jurisprudences, des choses comme ça. Il va vraiment rechercher l'information. Donc, ça fait partie un peu du processus. Quand on parle de formation ou d'instruction ou d'éducation, pour moi, c'est très large. Que ce soit des vidéos que tu écoutes, il y a plein de contenus gratuits. Ben, le podcast, tu écoutes le podcast, tu vas apprendre plein d'affaires sur plein de sujets. C'est gratis, là, prends-le. Si tu en prends juste un élément, moi, souvent, ça me rappelle quand je me faisais évaluer au soccer, on se faisait évaluer sur tous les matchs. Puis il y avait un évaluateur qui m'a dit, gars, prends ce qui est intéressant pour toi, puis le reste, Christine, vidange. Si tu en prends juste un élément, puis je le dis souvent, là, si on a une connaissance, chacun, puis on se partage nos connaissances, mais on vient avoir deux connaissances. Deux fois riche, exact. Il n'y a personne qui perd, là, je veux dire. Puis moi, mon grand-père m'a toujours dit, quand tu apprends quelque chose, il n'y a jamais personne qui va te l'enlever. Fait que c'est un petit peu ça. Ouais, en effet, l'influence des réseaux, ça peut avoir un impact important. Ça m'amène à penser à un autre sujet qui pourrait avoir une influence sur nos actions. Est-ce que tu penses que l'entourage peut avoir un effet négatif sur les enjeux que tu as eus? Tu sais, souvent, entourage, ça peut être famille. La famille, souvent, veut protéger pour éviter. Tu sais, puis des fois, c'est des écouter puis de ne pas les écouter. Moi, même dans mon entourage très proche, on m'a dit non, on va pas en immobilier, c'est dangereux. Puis aujourd'hui, on me dit, hey, tu sais quoi, c'est incroyable ce que tu as bâti. Fait que des fois, je pense que c'est de passer à travers ça. Évidemment. Ça fait-tu de la jalousie? Ou? Ben, ça peut arriver dans certains cas où il y a des gens qui sont. Je sais pas si c'est de la jalousie, mais je pense en fait, les gens. C'est facile d'être jaloux quand tu n'es pas prêt à faire les efforts pour arriver à un résultat différent. T'sais. Puis moi, je l'ai toujours dit, j'ai peut-être un cheminement qui est particulier, mais aujourd'hui, je suis fier de où je suis rendu, puis j'ai travaillé, puis je ne l'ai pas volé à personne. T'sais. Effectivement. Écoute, c'est certain que je pense que ça reflète quand même les enjeux que les entrepreneurs vivent. Puis la vérité, là, c'est que ça a l'air beau là, sur les réseaux sociaux. Tout le monde, c'est un beau projet. OK, j'ai pris un refinancement de tant de mille, puis ça. La vérité, c'est que moi, je travaille 12 heures par jour, à chaque jour, tout le temps. Puis j'ai plein de projets, plein d'affaires. Puis à un moment donné, il n'y a rien qui. Il y a des gens là, que ça arrive, la chance. Là, mais la chance dans la vie, ça en prend un peu. Là. Ça prend un peu de chance. Il n'y a personne qui aurait prévu le COVID, que les valeurs allaient augmenter de cette façon-là, que les taux allaient baisser de façon drastique. D'être un investisseur sur la Rive-Sud pendant le COVID a probablement été un bon lieu au bon moment. Là, ça, c'est de la chance. Là. Ouais. Je veux dire, je ne suis pas un héros. Là, ça tombe juste, puis à un moment donné, ça peut que ça vienne de l'autre bord, mais ça fait partie de l'analyse à long terme. On dit, gars, moi, je suis à l'aise avec ce scénario-là, qui est un scénario A, B, C. Puis après ça, Fait que dans le fond, sans être un succès, mais ça devient une réussite quand même, mais tu dois avoir d'autres réussites à nous partager, des succès, des histoires que tu as fait, que tu as mis en place, que
que pour toi, c'est vraiment un wow? Ah, ben c'est sûr que la compagnie avec mes sœurs, je vois ça à plus long terme où on laisse un héritage éventuellement à nos enfants, à la famille. Ça, je suis super fier de ça, de voir mes sœurs s'impliquer. C'est sûr que c'est. Merci Olivier d'avoir partagé sur la fiducie. Enfin. Oui, exactement. Exactement. Mais non, ça, c'est une belle fierté pour moi de voir qu'on réussit. Éventuellement, on est pas mal tous rendus indépendants financièrement. Ça, c'est sûr que c'est un beau succès. Le podcast, actuellement, c'est une idée un peu. Tu le sais, là, je suis parti du jour au lendemain, j'ai jamais fait un podcast. Là, tout le monde était comme. T'es sûr? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, go, c'est quoi un podcast? Ah, c'est ça. Puis en fait, c'est une idée qui ça fait longtemps que je pensais, bien avant le COVID. Puis finalement, à un moment donné, j'avais un peu ce syndrome-là de dire, j'ai-tu vraiment du contenu à apporter? Puis en bâtissant mon réseau, je me rends compte que j'ai plein de gens ultra compétents puis ultra inspirants, chacun à leur manière dans mon réseau, puis dans le réseau de chacune des personnes. Mais je vais te lever le chapeau, parce que mon chapeau, je veux dire, parce que dans mon introduction à moi, on a parlé de réseau, de l'importance du réseau, puis t'as vraiment pas peur de faire partager ton réseau avec les gens qui écoutent. C'est vraiment une expérience de partage, le 13e étage. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour redonner aux autres. C'est une chose que tu aimes faire. On va revenir sur ça tantôt parce que c'est un sujet que je veux qu'on parle après la pause qui va venir. Mais l'aspect de partager ces gens-là puis de prendre les connaissances que ces gens-là ont et de le mettre en place, je pense que c'est un gros succès aussi. Ah, tout à fait. Puis dans mes succès, j'ai différentes choses, mais je pense, par exemple, le banc immobilier, pour moi, c'est un autre truc où on a parti ça du jour au lendemain, puis finalement, on est rendu on va atteindre le 10 000 membres très bientôt, puis c'est parti un peu d'un genre t'es pas game, on part une page, puis ça a commencé comme ça, un peu comme toutes mes affaires dans le fond. Puis, t'es pas game, ouais. Exactement, puis c'est comme ça. C'est un beau succès. Donc, non, il y a différentes choses, mais je pense que le plus grand succès, c'est vraiment de bâtir un business qui réussit super bien, qui a le vent dans les voiles, puis de bâtir un avenir pour mes sœurs, que tout le monde soit indépendant puis puisse se profiter de la vie aussi, parce que en fait, la finalité, c'est ça. Là. Dans nos éditeurs aussi, aujourd'hui, Jean-Philippe, il y a quand même des entrepreneurs aguerris, mais il y a de la relève aussi. As-tu des conseils que tu aimerais donner à la relève aux gens qui écoutent et qui sont assis, qui disent hey, moi aussi, j'ai la jambe cassée puis je vais faire de quoi? Je veux dire. Ben, c'est sûr qu'il y a une question de mindset. Là, ça s'apprend pas. Je pense que c'est d'avoir la fougue puis mais à la base, c'est les connaissances, c'est d'avoir du guts, c'est de bien s'entourer, de ne pas croire tout le monde qui dit des affaires. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. S'entourer de professionnels. Évidemment, ben, des fois, on n'est jamais. On ne sait toujours pas si c'est des bons professionnels tant qu'il n'y a pas eu de succès ou d'erreur avec eux, mais c'est de lire, de s'informer, de s'éduquer. Puis encore là, comme on a parlé, il y a différentes manières. Suivre son instinct. Des fois, on a plein de gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, soit par jalousie, soit parce qu'ils ne veulent pas que tu deviennes meilleur qu'eux. C'est pas toujours directement, mais un peu indirectement. Je pense qu'il faut foncer. En fait, je pense que les conseils, il n'y a pas de potion magique. Chaque personne est différente. Mais moi, j'ai un parcours qui... En fait, je pense que les gens pensent que l'entrepreneuriat, tu pars, là, puis tu vas devenir millionnaire, puis ça va être facile. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est difficile à chaque jour. Il y a des beaux succès. Puis, il faut travailler. Il n'y a pas rien qui arrive pour rien. Je pense que c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de résoudre des problèmes, c'est d'être créatif, c'est de bien s'entourer. Les conseils, je pense que moi, c'est ce qui a fait ma réussite. Là. Je pense que ça va quand même bien nos choses. Puis on a fait plein d'erreurs, on continue à en faire. Puis c'est de ne pas la faire deux fois. Si tu fais deux fois la même erreur, c'est que tu es stupide. Là. Non, mais. Non, absolument. Ouais, j'aime bien la façon que tu le présentes, c'est certain. Écoute, merci beaucoup, Jean-Philippe, du partage. Là, on va se diriger vers la première pause. Par contre, j'ai plein de questions pour toi, des sujets après, c'est le fun. Fait que, écoute, on va prendre la petite pause. N'oubliez pas, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage, donc le www.13emetage.com, et sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Balado Québec et YouTube. À tantôt. De retour au podcast, le 13e étage. Aujourd'hui, nous entretenons avec Jean-Philippe Jalbert, votre animateur et créateur du podcast Le 13e étage. Salut JP. Hey, je t'arrive de perdre ma job, je pense. C'était écœurant pour vrai. Ben non, je me force là, parce que je veux te rendre honneur. C'est juste pour ça, mais j'ai peur de m'écouter. En tout cas, il y a des sujets, Jean-Philippe, que je tenais à parler avec toi et j'aimerais qu'on parle de la construction neuve. Qu'est-ce qu'il faut savoir, Jean-Philippe? Est-ce que c'est un job qu'on peut se lancer demain matin à 100%? Là?
c'est une job qu'on peut se lancer d'un matin à 100%. Cependant, il faut avoir énormément de temps. Ça prend des connaissances. J'en avais pas de temps, puis honnêtement, j'ai fait quand même des erreurs. Heureusement, qui n'ont pas été tant coûteuses. Mais il faut savoir aussi qu'il y a différentes manières de faire de la construction neuve ou de l'investissement dans le neuf. Là, parce que c'est pas nécessairement de la construction, parce que même moi, j'en fais pas. J'ai un contracteur qui s'occupe de ça. J'ai ma licence, mais c'est pas quelque chose... Tu vas vers le clé en main? Comment est-ce que... moi, en fait, on trouve les terrains ou des fois, là, on s'associe avec un contracteur où on fait la business ensemble. C'est tout nouveau dernièrement. On est en train de changer un peu la structure pour me libérer un petit peu plus de temps. Là, on y viendra peut-être un petit peu plus tard, mais il y a différentes manières de faire de l'investissement neuf. La construction en tant que telle est une business en soi qui est assez ardue quand même. C'est pas tout le monde qui peut avoir une business de construction. Nous, comme je le disais, là, on le fait. J'ai ma licence RBQ, j'ai toutes mes licences, mais c'est pas quelque chose qui. J'ai étudié. Il y a un moment où j'ai étudié, je me dis, bon, est-ce que je m'engage quelqu'un qui s'occupe des chantiers puis on le fait nous-mêmes? Mais juste ça, c'est une job à temps plein. Là, de s'assurer d'avoir les bonnes soumissions, de faire les suivis, les chantiers, s'assurer de régler les problèmes parce qu'il y en a toujours en chantier. C'est juste ça. Pendant que tu fais ça, tu fais pas d'autre chose. À un moment donné, c'est de décider, puis je le dis souvent, là, est-ce que tu travailles dans ta business ou sur ta business? Puis il y a un moment où tu te dis, ben cet élément-là, je suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire. Puis pendant ce temps-là, je prospecte pas, je fais pas des relations, je parle pas du monde, je parle pas des investisseurs, je trouve pas des terrains. Fait que, à un moment donné, tu peux pas tout faire dans la vie. Moi, en étant investisseur, je pose des questions, je regarde le marché autour de moi, puis ça peut avoir l'air alléchant au jeu des gens, les rendements qu'on peut aller tirer sur le neuf, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Quels sont les enjeux qu'on va avoir par rapport au neuf? Parce que les gens vont dire, on a récupéré notre mise de fonds, on a reparti, on a créé un autre immeuble. C'est vrai? Est-ce que ça se fait? La réponse, c'est que oui, c'est vrai. Puis la deuxième réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend t'es où. Si tu veux faire du neuf à Rimouski ou à Trois-Rivières, ça se peut que tu laisses de l'argent dans ton projet. Parce que la dynamique est très simple. Puis je ne veux pas rentrer dans les choses trop techniques parce que même moi, je ne suis pas un gars qui est ultra technique, mais à la base, c'est de savoir ça va être quoi ta valeur économique. Donc, la valeur que la banque va reconnaître le financement. Actuellement, tu t'en vas dans des secteurs qui de troisième couronne, donc je vais dire plus des secteurs plus rural un peu. Secteur plus rural ou éloigné de Québec ou de Montréal, mettons. Souvent, ta valeur de construction va être plus élevée que ta valeur économique. Donc, c'est impossible que tu puisses reprendre. La dynamique, là, je l'avais déjà dit dans un des posts, la formule licorne, là, c'est ton financement devrait arriver au coût de ton terrain puis de ta construction. Fait que là, tu reprends tout ton argent parce que le terrain, tu l'as mis en mise de fonds, normalement, ou à peu près. Là, tu vas avoir mis un 25%, 30% de mise de fonds. Parce que ton coût de matériaux, il est le même que tu sois à 300 km de Montréal ou à Montréal. Exactement. Après ça, là, c'est ta valeur de loyer. Ta valeur de loyer va déterminer c'est quoi ta valeur économique, donc ta valeur que tu vas obtenir au financement. Évidemment, tu n'es pas financé à 100%. Tu vas être financé à 85% SCHL ou à 75% dans le traditionnel, conventionnel. Puis là, on ne rentre pas dans les technicalités, mais ça, c'est un des sujets ultra importants ou des éléments ultra importants à maîtriser parce que il y a bien des gens qui disent « Ouais, le neuf, c'est payant. J'ai vu Jalbert avec ses projets. » Ouais, mais moi, je suis en première couronne quand même parce que je suis dans Rive-Sud très, très fort actuellement. C'est important de comprendre ça parce que est-ce que c'est ça qui te démarque dans le temps? Est-ce que la prospection que tu as faite pour trouver ces places-là était meilleure que les autres? J'en ai fait un peu. Maintenant, je me rends compte que la prospection, c'est énormément de temps pour pas grand-chose souvent. Je ne suis pas un expert de la prospection. J'ai une bonne structure, on en a fait, on a envoyé des lettres, on a fait, on a tout fait ça, on a un CRM qui s'occupe de ça. Je l'ai fait, on a des leads, on a eu des bons leads qui sont sortis de ça. Je me rends compte que maintenant, mon temps est peut-être plus optimisé à faire d'autres choses, mais pour revenir au neuf, tu peux faire le cycle au complet ou tu peux lâcher clé en main, tu vas avoir quand même des rendements intéressants. Encore là, dépendamment, t'es où. Là, on parle à des gens qui sont peut-être un peu partout au Québec. Il y a des territoires que c'est peut-être moins favorable. Il y a des places où tu me donnerais le terrain, où tu me paierais pour acheter le terrain. Même si tu me paierais pour acheter le terrain, je ne ferais pas d'argent avec. Parce qu'actuellement, les coûts de construction étant ce qu'ils sont, on arrive à un coût de construction qui est souvent des fois plus élevé que qu'est-ce que je vais avoir comme valeur. Donc, exemple, je construis un siplex, je vais donner un exemple que j'ai vu dernièrement à Waterloo, mettons, dans les cantons de l'Est, qui est un petit village rural près du lac Brome, près de Bromont. Côté du Mont-Shefford. Là. Exactement. Tu t'en vas là, il y avait des terrains à, je pense, là, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mettons, je pense que c'est 120 000 pour un siplex. Souvent, tout le monde disait hey, c'est pas cher. Mais tu regardes un siplex neuf, comment ça se vend, parce qu'il y en avait des comparables.
je pense que ça se vendait comme 650 000. Mais construire un sixplex, c'est minimum actuellement 140 à 150 pièces le pied carré. Si tu fais des 4,5 à 1000 pieds carrés pour faire bien facile, bien, ça te coûte 150 000 l'appartement. Fait qu'on fait le calcul, on n'arrive pas, là, on arrive à un coût de construction. Évidemment, on peut jouer avec les matériaux et les bébelles, mais grosso modo, actuellement, là, plus les délais, parce que là, c'est pas juste le prix, c'est les délais. Tu arrives à une valeur de construction qui est nettement plus élevée que qu'est-ce que ça vaut. Fait que là, dans le fond, tu construis, tu ne reprends pas ton argent, puis tu mets encore de l'argent dans le projet. Ça devient un investissement qui n'est pas tant rentable. Puis avec les prix des matériaux qui se promènent, mais là, tu n'es jamais fixé non plus. Là, maintenant, c'est même plus le temps le prix que les délais. Maintenant, il faut que tu planifies ton projet en 2024 que tu n'as même pas acheté le terrain encore pour commander tes poutrelles et tes fenêtres. C'est ça la réalité actuellement. Wow. C'est long term, là. Exactement. Mais, je l'exagère bien évidemment, là, mais c'est incroyable. Là. On est à 6, 8, 10 mois de délai pour bien des corps de métier, des sous-traitants. Là. C'est incroyable. À ce moment-là, pour faire du neuf, ça prend la liquidité, ça prend du financement. Est-ce que le nerf de la guerre devient le financement de la façon que tu le financement, c'est le réseau, c'est les sous-traitants, c'est les relations. Moi, je le dis souvent, on peut bien dire ce qu'on veut là, sur l'immobilier, que ce soit le neuf, le résidentiel, n'importe quoi. L'immobilier, c'est des humains. Qu'est-ce qui va faire que tu te démarques? Mais c'est ton réseau, tu payes-tu bien ton monde? Surtout en construction, il y a bien des gars qui payent en 60-90 jours. Quand tu payes en 15-20, les gars sont contents. Ils sont peut-être un peu plus flexibles sur les prochains jobs aussi. Ils diraient, gars, je vais te passer avant lui qui ne me paye pas de toute façon. Fait que les gars sont payés rapidement. Les gars vont te démarrer. Quand tu as des problèmes, ils vont peut-être être plus. Il y a différentes affaires à analyser. Mais pour revenir à la construction neuve, tu peux acheter clé en main, tu vas faire du très bon rendement, dépendamment t'es où. Ça dépend de ton profil. Tu achètes clé en main, tu ne seras pas dans tout le processus. Tu vas laisser de l'argent sur la table en avant. Sauf que, d'un matin, toi, si tu gagnes 200 000 par année, puis tu es ingénieur, puis tu n'as pas le goût de lâcher ta job, bien, ça peut être un excellent projet quand même si tu fais du 20-25 de rendement sur un horizon de 5 ans, plus ou moins avec ta capitalisation. Les mots magiques de l'immobilier, location, ça, dans le neuf, ça reste aussi quand même une valeur première. Là. Oui, certainement. Puis des fois, c'est de voir peut-être qu'est-ce que les autres ne voient pas, de voir dans des secteurs qui sont en développement peut-être dans quelques années. Peut-être que tu n'auras pas tes valeurs immédiatement, mais dans le futur, ça va être là. Parce que il y a 3 types de rendement en investissement immobilier. Tu as ton cash flow, dans le fond, qu'est-ce qui reste du résiduel de tes revenus dépenses, ton équité. Donc, ça, c'est quand tu payes ton hypothèque à chaque mois. Puis après ça, tu as la plus-value. Les gens sous-estiment souvent la plus-value. Mais tu sais, si on regarde les rendements sur la Rive-Sud actuellement, là, je n'ai pas les notions exactes, je n'ai pas plein de lettres après mon nom, mais... On pourrait aller voir les données de la SCHL. Non, mais en fait, tu sais, je n'ai pas les données exactes, mais tu sais, moi, quand je regarde mes valeurs, on parle de rendement de plus de 15 à 20 % annuel depuis 2 ans de plus-value. C'est que si tu as un immeuble à 1 million, il est rendu à 1 200 000. Tu viens de faire 20 % là. Là, mais aller sur 5 ans, tu es à plus ou moins, mettons, 5-6 % là, avec tout le reste. Puis là, c'est juste à 1 année 1. C'est que là, ça continue de progresser, ces prix-là, chaque année. Mais là tu n'as pas de boule de cristal. Ça va progresser jusqu'à où, Jean-Philippe? Est-ce que tu penses qu'on va atteindre un seuil critique à un moment donné où que les loyers vont être trop chers versus le prix que actuellement, moi, je me pose déjà ces questions-là. Je parle à plusieurs développeurs, je parle à plusieurs investisseurs où on se pose toutes la même question. Là, aujourd'hui, on se parle le 21 avril 2021. On vit de quoi de complètement exceptionnel au niveau de la construction, au niveau des c'est pas juste les prix. Là. Les prix augmentent de façon drastique, mais les délais, c'est incroyable. Là. Nous, on a commandé les fenêtres pour un projet qui est livrable au mois de juillet. On a commandé les fenêtres au mois de novembre. On n'avait même pas nos permis. Parce qu'on réserve une plage de production actuellement. Mm-hmm. C'est même pas que tu bookes ta commande, là, tu bookes une plage de production. Fait que là, 3 à 4 semaines avant, ils te rappellent, bon, c'est encore le même plan. C'est rendu ça. Puis en plus, tu n'as même pas de prix. Pour les poutrelles, entre autres, ou les fermes de toit. Tu commandes avant. Je lisais récemment qu'il y avait une grande institution qui prévoyait une baisse de prix versus ça. Est-ce que tu le prévois? Est-ce que tu l'entrevois, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va être réaliste? Je n'ai pas des grandes études économiques, mais chose certaine, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas, on ne se le cachera pas, là, c'est toujours les gens en bas de la chaîne qui finissent par payer. Parce que moi, quand je développe, je regarde mon coût de projet, je regarde ma valeur. En termes de rentabilité. Éventuellement, mais j'augmente mes loyers. Puis si le marché le prend, mais tant mieux. Je me vois mal actuellement louer des 5,5 à Saint-Hubert ou à Longueuil à 2600$ pour un 5,5 sec, là, pas d'ascenseur, pas de service. Est-ce qu'on va être là dans quelques temps? Peut-être qu'on me l'écoutera dans 2 ans, on va dire « Hey, t'es-tu fou, lui, avec ses affaires, c'est arrivé? » Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un équilibre aussi, là, des loyers à 1800$, 1900$. Même moi, je vois aucune logique. Mais écoute, je fais du financement résidentiel. On le sait, on en a parlé. On finance des personnes qui vont se financer eux-mêmes pour avoir des propriétés, que ça va être le coût total, va être entre 1800 et 2000.
à un moment donné, une décision va falloir se prendre. Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix futurs des résidences et des immeubles locatifs aussi? Ben, oui, puis non. Puis en fait, il y a peut-être des changements aussi sociodémographiques où peut-être que là, avec les transports en commun, le REM qui s'en vient sur la rive, un peu partout dans la région métropolitaine, là, les ponts à Québec, ces choses-là, les transports à Québec aussi qui s'améliorent. Évidemment, est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir 2 voitures, de vivre là? Je pense qu'il y a peut-être un changement. On parlait dans le temps de acheter une maison, un chien, faire des enfants. Ça change un peu. Maintenant, les gens peut-être aspirent moins à avoir une maison. Peut-être c'est de vivre un peu plus. Là, évidemment, il y a le COVID. Là. Peut-être que ça va être peut-être que ce que j'exprime qui s'exprime un peu dans les X, les Y et les autres générations va être accentué parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, puis là, le monde va avoir le goût de voyager. Je ne sais pas. C'est sûr qu'on se pose toutes des questions. On n'a personne qui a des réponses à ça. Mais c'est sûr qu'actuellement, c'est un peu fou, honnêtement. Oui, effectivement. Je vais aller ailleurs parce qu'on pourrait parler de construction neuve pendant longtemps. Puis je veux dire, OK, mettons avant de changer de sujet, là, quelqu'un qui veut devenir un entrepreneur demain matin, ou non pas un entrepreneur, mais un investisseur dans le neuf, premier conseil que tu lui donnes, exemple, sans revenir sur ce qu'on a parlé avant, là, plonge pas, réfléchis à quoi? En fait, je ne vais jamais dire à quelqu'un de ne pas acheter d'immobilier. Ça va vraiment d'établir c'est quoi le secteur, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la croissance future. En fait, on le sait jamais, mais c'est sûr que de base, il y a quelqu'un qui paye ton hypothèque. Déjà là, ça va quand même bien. Je pense que c'est d'avoir des connaissances, s'assurer d'avoir un bon processus de location, un bon processus d'enquête, parce que le risque passe par là. On parle pas beaucoup de location là, dans le neuf, mais nous, on loue les logements avant même que l'appel soit sur le chantier. C'est de brander. On a eu Luximage. Effectivement, Lux qui font vendre du pré... Exactement. La visualisation pré-bâtir. Je pense que c'est d'avoir un ensemble de plein de critères, mais je pense qu'il n'y a pas de recette magique. D'être bien entouré, de faire des bonnes analyses, de s'assurer d'avoir un plan conservateur, un plan qui est pessimiste et un plan qui est positif. Si on est à l'aise avec le plan qui est pessimiste, mais ça peut pas mal aller. Là, je veux dire. Merci pour ce partage-là, Jean-Philippe. On va aller dans un moment plus, je te dirais, drôle ou loufoque, parce que on a plusieurs amis en commun, on suit plusieurs sites en commun, puis je te vois commenter beaucoup de choses, puis il y a une chose que tu écris souvent, puis que je pense que les gens ils ont accroché, puis qui trouvent ça drôle, puis c'est ta réponse typique, ça dépend. Ouais. Explore là-dessus, élabore là-dessus, je veux que tu me parles. Il n'y a pas un projet pareil. Le monde dit ça coûte combien bâtir? Moi, je vais dire, là, ça monte à chaque jour actuellement. Qu'est-ce que je disais à 130$ le pied, c'est rendu 150 dans l'espace de 3 mois. Là, c'est 3-4 mois. En fait, ça dépend. On le dit souvent en joke, mais dans la réalité, c'est de dire analyse tous les critères, puis chaque critère est différent selon ton projet. T'es-tu un 4 étages, 3 étages? T'es où? T'es-tu à Sherbrooke? T'es-tu à Brossard? T'es-tu à côté d'un transport? T'es-tu à côté d'un projet qui s'en vient, qui va développer puis que ça va faire que ta valeur va augmenter de façon drastique? Là, le COVID, ou la COVID, là, qui avait pensé à ça? Là, je veux dire, tout le monde disait que ça allait baisser de 16%. Finalement, ça a augmenté de 25%. Fait que dans les secteurs chauds. Là, absolument. Les fameuses histoires qui ont même en région, études qui ont sorti l'année passée. Puis même en région, là, on regarde, mettons, un exemple, un Saint-Hyacinthe ou un Drummondville. Je parlais à des agents de Drummondville où genre le monde sont rendus mongols. Tu es à 1 heure de Montréal, puis là, c'est rendu que même Trois-Rivières bien attirant quand tu l'as jamais été. Non, exactement. Ça n'a rien enlevé aux gens de Trois-Rivières, ça non, mais absolument pas. Mais les gens, ils s'étalent. Puis maintenant, est-ce que le télétravail est là pour rester? Moi, je pense qu'il va rester quand même un peu de télétravail malgré tout. On se rend compte que dans le fond, il y avait des comportements qu'on avait qui étaient un peu crétins. En fait, on parlait de ça, le trafic. Là, tu pars à Montréal pour aller t'asseoir à un bureau. Mais pourquoi je peux pas être à mon bureau à la maison puis je prends 1h30 de plus avec ma famille le matin puis le soir? C'est 3 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 semaines par année. Hey, c'est des heures en Christie que tu perds à être dans un char à brûler du gaz. Là. Fait que, je pense qu'il va y avoir un peu de tout ça. Puis là, ça dépend. Mais ça dépend de chaque affaire. C'est qui ton entrepreneur? C'est-tu un crosseur? C'est toi qui le bâtis toi-même? Tu le fais-tu clé en main? T'es-tu à Sherbrooke? As-tu une bonne stratégie de location? Tu connais tout ce que tu fais? As-tu un bon courtier qui s'occupe de ton financement ou un bon banquier dans une institution financière qui te fait confiance? Il y a des critères incroyables. C'est comme, tu peux pas dire, hey, quel char tu me conseilles? Ça dépend. C'est ça. C'est quoi tu veux faire? Tu fais-tu de la route? Tu le loues-tu? T'es-tu dans une compagnie? T'as-tu un budget de 300 000 ou tu as un budget de 20 000? C'est comme n'importe quoi. Dans le fond, ce que
ce qu'on devrait aller dire, c'est les gens, quand ils posent des questions, devraient peut-être donner l'information Exactement. avant de juste poser une question trop ouverte, de dire voici mon setup, voici ce que je voudrais faire. Si tu veux avoir une bonne réponse élaborée, ben donne-moi un peu plus de jus, tu sais. Exactement. Tu sais, après ça, mettons, je te dis, tu as fait comment ton entrée de maison? J'avais-tu en béton chauffant? J'avais-tu en asphalte? J'avais-tu en roche? Tu sais, ben, c'est quoi ton budget? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tu fais dans la vie? T'amènes-tu des Ferrari sur ton drivey? Tu veux-tu qu'elle soit belle? Veux-tu qu'elle soit blanche? Veux-tu qu'elle soit noire? Tu sais, tout ça pour dire que n'importe quoi, ça dépend de c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton profil d'investisseur, avec qui tu travailles. Fait que, tout ça, ça rentre en compte. Il n'y a pas une réponse parfaite. On peut donner des guidelines, souvent, de dire, ben, on a parlé un peu de coût de construction, ces choses-là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il n'y a pas de magie, là, dans le fond, dépendamment des questions. Il faut donner de l'info, il faut savoir t'es où. Puis, voilà. Ben écoute, merci. Je non, voulais mais- juste faire un petit aparté, mais mais finalement, on a drôle. fait un bon 4 minutes et demie là-dessus. C'est Non, bon. mais en fait, des fois, c'est que c'est un peu ridicule, tu sais. J'aurais-tu prendre rouge ou noir? Mais je sais pas, moi. Je trouve que, ben écoute, je vais passer peut-être une opinion personnelle. Je trouve que les gens, ils veulent trop se fier à ce que les autres font à la place de eux-mêmes aller chercher l'information. Ouais, puis puis- je trouve que cette question-là, cette réponse-là, je veux dire, vient dire, hey, va chercher les informations, là, tu sais. ou donne-en pour qu'on puisse t'aider mieux, tu sais. Hey, je devrais-tu faire du neuf ou je devrais faire du usagé? Ben là, je sais pas, Chris, tu fais quoi dans la vie, toi? Tu travailles-tu? T'es-tu entrepreneur en construction? T'as-tu des aptitudes? Je sais pas. Est-ce que c'est des questions que tu fais poser souvent? Est-ce Tout que le les temps. gens, ils viennent te voir tout le temps pour avoir ton opinion à toi? Ben, pas mon opinion à moi, mais je pense que les gens, tu sais, là, je sais pas, les gens, je pense qu'ils trouvent que je suis un gars qui dit vraies affaires, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme, il y a des gens qui viennent me demander des choses, mais ça dépend de toi, tu sais, de moi, tu sais, si tu veux que je t'aide ou whatever, mais je pense que les gens, de plus en plus, on le voit, là, tu sais, dans le banc, je suis un peu moins impliqué ces derniers temps parce que j'ai différentes affaires, là, mais il y a beaucoup de questions que les gens ne cherchent pas. Même sur Google, là, hey, c'est quoi le délai pour chose? Google, là, délai, avis de renouvellement, c'est là. Tout est disponible, éduqué à la loi, régie du logement. Je pense que les gens sont rendus paresseux. Puis, ben, j'ai de la misère avec ça. En fait, si tu veux faire l'entrepreneuriat, tu veux faire de l'immobilier, ben, sois autodidacte un peu, cherche tes... Tu parlais, les gens sont rendus paresseux. Ça m'amène à penser mindset. Tu as réussi à aller te former, à aller te donner une idée. Pourquoi, pour toi, c'est quoi ton mindset? 2, c'est quoi l'importance du mindset? Ben, mon mindset, on peut pas définir exactement c'est quoi un mindset. Moi, mon mindset, c'est que je suis un kamikaze à chaque jour. Moi, je vois ça comme un marathon. Les gens qui veulent faire tout trop vite, trop fort, trop big, j'appelle ça des étoiles filantes. C'est les gens que tu vois, ça brille bien. Faire le coup de circuit, là. Ouais, exactement. Tu peux pas faire des coups de circuit à chaque fois. J'en ai fait, là, puis en fait, j'ai été un peu chanceux. Il y a eu des événements, tout ça. Puis, là, on frappe un projet que ça a moins bien été. On s'est fait ramasser à la ville, différentes affaires. Puis ça Trop de restrictions. restrictions. Il y a eu le COVID entre-temps qui nous a aidés de l'autre bord. Mais en bout de ligne, on laisse un petit peu d'argent, mais ça reste quand même un bon projet. Mais il faut que tu analyses tout ça. Puis à un moment donné, ça a pris du temps à avoir nos permis. Il est arrivé avec un moratoire en même temps qui est embarqué par-dessus nos démarches qui étaient déjà en cours. La vérité, c'est que c'est jamais facile. Puis... Mais si tu n'as pas le bon mindset, tu vas avoir de la misère à garder ce cap-là. Le mindset, c'est que tu as 2 décisions dans la vie. Soit tu t'abats, soit tu continues puis tu fonces plus fort. Fait que c'est sûr, là, je suis un humain comme un autre. Il y a des journées, je me lève, là, puis j'ai la tête dans le cul, là, puis je suis comme dire, c'est une journée de merde, puis c'est de la merde. Il y a des nouvelles où tu n'auras pas tes permis. Moi, j'ai des délais, mes logements sont déjà loués. Fait qu'à un moment donné, là, tu te retournes de bord, puis tu te dis, bon, mais gars, là, je me mets les 2 mains dans la merde, puis je la tasse, puis je la règle, ou genre, je la regarde, puis je me dis que ça va s'en aller tout seul. À un moment donné, des fois, il faut que tu. Puis moi, de plus en plus, quand il y a quelque chose qui m'écoeure, je le fais tout de suite, puis je le règle, puis on passe à d'autres choses. À un moment donné, si tu le regardes pendant 3 jours, ça va juste être pire. Là, ça va sentir plus fort, puis ça va être encore plus dégueu. Fait que, je pense qu'une question de mindset, c'est que tu as 2 décisions dans la vie. Soit tu es négatif, soit tu es positif. Soit tu trouves des solutions, soit tu trouves des problèmes à tes solutions. Fait que, soit tu trouves des solutions aux problèmes, ou tu te dis, ah non, c'est de la merde, puis ça va tout le temps être de la merde. Dans l'entreprise, on fait souvent des lectures, des formations, des choses comme ça. Puis il y a souvent une notion qui revient souvent, qui est le why. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ton why? Où est-ce que tu veux être? Quel est ton but? Tu peux-tu élaborer un peu là-dessus? Ah, je peux élaborer longtemps. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, en fait, depuis 2-3 ans. À un moment donné où tu te dis, c'est où je veux être, c'est quoi mes objectifs. Puis je le dis toujours, là, d'abord et avant tout, le why, le pourquoi tu fais les choses.
ça devrait toujours être basé sur les humains. J'avais encore une discussion aujourd'hui là-dessus où les gens me disaient, mais non, mais à la vérité, là, la question pour établir ton vrai why, là, c'est d'un matin, je te donne tout le temps que tu as besoin, puis tout l'argent que tu as besoin pour réussir toute ta vie. Dans le fond, combler tes objectifs financiers puis de temps. Tu fais quoi de tes journées? C'est ça le why. Question qu'on a essayé de répondre à quelques reprises, mais sérieusement, si t'es pas mindseté à ça, ben... Tu sais, le blanc de silence, là, mais les gens devraient se poser la question. Mm-hmm. Parce que tu sais, souvent, c'est « Ah, je veux avoir ci, je veux avoir ça. » Ouais, OK, ça, c'est un objectif. C'est pas ton why. Le why, là, c'est d'un matin, tu as tout l'argent nécessaire pour effectuer ce que tu veux dans la vie, tu fais quoi? Ça devrait être ça. Puis le why, ça se module aussi. C'est pas genre une affaire. Tu sais, en fait, on peut l'établir en différents... on va mettre un exemple concret. Tu sais, le why, dans le fond, c'est la destination. Fait que, on va donner un exemple bien simple. Là, je vais aller au Mont-Tremblant. OK? Après ça, tes objectifs, ben, c'est de déterminer qu'est-ce que ça va me prendre pour me rendre jusque-là. Fait que dans le fond, est-ce que je vais en vélo, je vais en hélicoptère ou je vais en voiture? Puis ton moyen de transport, ça va être le moyen, dans le fond, que tu vas faire pour arriver à ça. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être les bitcoins, ça peut être entrepreneur de différentes business. Fait que dans le fond, tu as 3 choix déterminés. La voiture que je vais employer, le chemin que je vais aller, puis la destination. Le chemin, c'est les objectifs, c'est quoi les étapes pour te rendre à ta destination. Toujours aller chercher ta destination finale Là, et le réaliser. pour aller à Tremblant, je passe-tu par Toronto ou je passe par Gaspé? Là, on s'entend pour les gens qui ne savent pas c'est où Mont-Tremblant, là, c'est dans aucune des deux directions. Mais tu comprends? Non, mais on fait des blagues, mais tu sais, si je vais aller à Tremblant, je passe-tu par les petits chemins ou je passe par la 15 puis je défile ça à 130 avec ma Ferrari? J'aimerais répondre, mais ça dépend. Mais... c'est ça. Mais non, mais ça dépend. Puis la vérité, c'est que peut-être que tu disais, hey, je vais prendre la 15 puis finalement, tu vas prendre toutes les crises de chemin, tu vas avoir un flat puis tu vas avoir quelqu'un qui va te pitcher une roche dans ta fenêtre puis ça va être de la merde. Puis ben, ça fait partie de ça. Fait que tu sais, le why, grosso modo, ben, c'est une succession de décisions que tu vas prendre durant ta carrière qui va t'amener. Moi, mon why, c'est d'aider les gens. Aider les gens? Ouais. C'est un beau mot, ça. Ben, moi, en fait, à un moment donné, d'un matin, on réussit bien. On parle souvent d'indépendance, de liberté. Il y a quand même une différence entre les deux. L'indépendance, c'est que tu surviens à tes besoins de dépenses. Dans le fond, c'est que tu es capable de générer de façon passive les revenus pour manger, gazer ton char, whatever, là, tes dépenses de base. La liberté financière, c'est que j'ai le choix de mes actions puis de faire tout ce que je veux parce que mes revenus passifs me génèrent de l'argent pour le restant de mes jours. Mm-hmm. Il y a quand même une différence à avoir là-dedans. Là, je suis dans aucun des deux. Je suis indépendant parce qu'on va d'y arriver. Ouais, ou tu donnes une grande partie de fait, là, mais... En fait, on est indépendant parce que la compagnie génère des revenus, on est capable de bien vivre. Mais de ce moment-là, après ça, c'est quoi tu vas faire? J'ai-tu besoin, moi, d'avoir 18 Ferrari dans mon garage? Moi, les gens, ils le savent. Là, moi, je suis un gars qui est quand même de moyens modestes. On ne fait pas des grosses affaires. J'ai le mot humble, là, c'est correct. J'aime voyager, j'aime passer du bon temps. Moi, en fait, j'adore recevoir les gens, j'adore faire à souper, j'adore faire aller au chalet, faire plein d'activités, jouer au golf. Moi, j'aime ça vivre. Mais après ça, tout le monde dit « Ah ouais, je vais jouer au golf à chaque jour, je vais aller voyager 6 mois par année. » Ouais, mais la vérité, c'est que tu ne feras pas juste ça. Là, tu vas faire quoi du reste de ton temps? Fait que, c'est un peu ça. Moi, puis c'est un peu la raison du podcast. J'avais le goût de faire de quoi. Puis en fait, quand j'étais dans mon processus, j'aurais aimé ça avoir un podcast qui me parlait de plein d'affaires. Puis il y en avait du bon contenu, mais j'avais le goût de faire de quoi on va aller toucher avec plein de types d'invités, plein de types de sujets vraiment qui n'est pas juste relatif à l'immobilier. Puis c'est ça. Fait, grosso modo, le WISE, je pense que n'importe quel investisseur ou entrepreneur devrait se poser cette question-là avant de commencer l'entreprise parce que souvent, on ne fait pas les bons gestes. Parce que dans le fond, les bonnes raisons. En fait, si ton why est bien défini, tu devrais te poser à chaque fois que tu fais. Là, puis évidemment, on le fait pas. Là, mais même moi, des fois, je me dis c'est grave que je suis en train de faire là parce que tu devrais toujours te demander est-ce que je me rapproche ou je m'éloigne de mes objectifs. C'est exemple, mettons, François, tu me dis moi, là, je veux passer plus de temps que ma famille, mais tu te prends un autre job, tu fais ci, tu fais ça, tu t'impliques dans plein d'affaires, puis finalement, tu viens à gruger ton temps, mais tu devrais, à un moment donné, c'est de dire finalement, je m'éloigne de mon objectif. Je m'éloigne de mon objectif qui était d'avoir ma famille. Là, je donne un exemple, c'est pas le cas, là, mais tu sais, pour n'importe qui, là, c'est de dire, mettons, OK, moi, je veux, je sais pas, aller faire du bénévolat, mais finalement, tu t'impliques puis tu rentres actionnaire dans 8 autres entreprises, mais tu sais, ça marche pas. Fait que, c'est chaque why est différent, c'est de l'établir. Puis, tu sais, c'est une quête d'une vie, là, on s'entend, là, ça se module. Puis, souvent, les gens, c'est comme, OK, je vais arriver là, mais
c'est pas une ligne d'arrivée, là, c'est un passage. Après ça, c'est quoi tu fais. Tu sais, à chaque fois, il y a un plan qui change, un objectif qui change. Tu sais, tout est différent. Mais... Tu as pris une décision majeure récemment dans ta vie de t'inscrire à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est une école prestigieuse, je pense, pour les entrepreneurs, qui est un programme quand même assez évolué, assez avancé, qui amène à un autre niveau. Ça va te rapprocher de ton why. C'est quoi l'idée derrière cette école-là? Parce que, bon, on s'entend, je comprends c'est quoi l'idée, mais pour Jean-Philippe Jalbert? Ben oui, ça va me rapprocher de mon why parce que, en fait, le gros pourquoi de cette école-là, pourquoi c'est autant populaire, puis tu sais, je me demandais c'était quoi cette bébête-là au début où je m'intéressais à ça, j'en avais entendu parler, puis j'en ai parlé un petit peu au début. Je me disais, tu sais, j'ai-tu ma place là? Puis je me suis posé la question longtemps, puis en fait, je m'en pose encore. Puis il y a quand même un processus rigoureux. Là, on a différentes entrevues. C'est étudié par des espèces de entraîneurs. Je ne me rappelle plus du terme exact, investisseurs-entraîneurs. Puis il y a différentes entrevues qui sont faites. Puis c'est basé beaucoup sur le partage, en fait. C'est qu'est-ce que tu amènes versus qu'est-ce que les gens peuvent t'amener aussi. T'sais. Fait que je pense que c'est un peu... Les gens qu'on retrouve là-bas, c'est quoi? C'est des entrepreneurs, c'est des nouveaux? C'est des, en fait, il y a deux programmes. Là. Il y a un programme qui... là, je ne me rappelle plus des termes, là, mais il y a un programme élite, puis il y a le programme qui est plus élevé. Mais grosso modo, le programme... je suis dans le programme... de base, non? Pas de base. En fait, il y a deux programmes. Il y a un programme qui est basé plus pour les entrepreneurs qui sont rendus à avoir un conseil d'administration, aller... c'est un autre niveau. Là. C'est des gens normalement qui ont... Multinational. Oui, exactement. Normalement, 50 ans et plus la moyenne d'âge. Le premier programme, là, que là, Émergence, excuse-moi. Il y a Élite et Émergence. Bon, j'ai oublié le nom. Donc, Émergence, en fond, c'est un programme qui est basé plus sur les jeunes entrepreneurs. Donc, on parle d'une moyenne d'âge entre 30 et 40 ans, mettons. Avec des chiffres d'affaires de plus ou moins 1 million, 2 millions là, de chiffre d'affaires. Puis le but de ce programme-là, c'est d'amener dans le programme Élite éventuellement de faire une croissance. Puis en fait, c'est beaucoup basé sur l'humain. Là. Fait que c'est beaucoup un peu qu'est-ce qu'on discute là, de façon plus poussée avec des intervenants qui ont passé par là. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est basé un peu sur c'est en lien avec mon why. Puis éventuellement, dans mes objectifs, l'immobilier était le véhicule. Il l'est encore, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres véhicules qui vont se rattacher autour de ça. Donc, d'être soit stratège ou actionnaire de différentes entreprises, soit qui va se greffer à cette entreprise core qui est Immobilier Jalbert ou différents autres types d'investissements pour répartir évidemment les capitaux, ces choses-là. Fait que c'est un peu la démarche que je discutais un petit peu au début où j'ai peut-être réalisé que j'étais plus un entrepreneur, un bâtisseur ou repreneur d'amener une business, l'amener à un autre niveau, ou de bâtir une business à zéro, l'amener à un niveau, que nécessairement bâtir des immeubles ou d'être investisseur immobilier. Jean-Philippe, on arrive déjà à la fin pour aujourd'hui. Incroyable. Tradition, écoute, ça va vite. Puis on voudrait t'écouter plus. Puis, sais-tu quoi, je vais peut-être prendre le micro, puis sans que tu le saches, pour dire, peut-être on pourrait inviter des gens à t'envoyer des questions sur des choses que tu aimerais entendre, que les gens aimeraient t'entendre toi répondre. Puis on pourra revenir dans une version ultérieure d'un podcast, genre Jean-Philippe répond. Et puis, peut-être pour vous donner un peu ce feedback-là, parce qu'il y a des choses que tu as dit aujourd'hui que les gens vont être intrigués puis ils vont vouloir en savoir plus, au même titre que toutes les autres entrevues qu'on a eues avec les autres invités du podcast. Je pense que ça pourrait être une belle façon de ramener d'autres sujets pour la prochaine fois. Je pense que c'était vraiment pas préparé, puis je pense que c'est une bonne idée. Autant que j'aime pas nécessairement, mais si ça peut intéresser les gens, puis les gens sont... S'il y a un intérêt, pourquoi pas? Certainement, ça va me faire plaisir. Il y a une tradition qui a été instaurée par... François Lamarche. C'est François. À la première épisode du podcast, dans Out of the Blue comme ça. Jean-Philippe, ta prochaine destination de ski, en fait, notre prochaine destination de ski, c'est quoi? Ah, mon Dieu. En fait, la question, c'était qu'est-ce qu'on te souhaite? Mais non, c'était ici. Ta prochaine destination de voyage. Oui, en fait, on le fera en deux temps. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est sûr que j'adore voyager. Prochaine destination ski... on a parlé de différentes choses, Autriche, la Suisse. Sinon, voyage, l'Écosse, je pense que c'est la prochaine chose. Scotch and Golf. Oui, exactement. Ouais, ça pourrait être bon, ça aussi. Mais tu as de quoi, toi, Jean-Philippe, comme personne, pas dans le voyage, mais dans la vraie vie? Ah, mon Dieu, je sais pas. En fait, la santé, de continuer à avoir des projets, de rencontrer des gens stimulants. Je suis inspiré par plein de gens que je rencontre, que je jase, qui ont différents parcours. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Honnêtement, je sais pas. De continuer, je pense, de continuer peut-être d'inspirer les gens. Je pense qu'il y a des gens qui
trouvent ça intéressant. Puis j'ai des gens qui me disent hey, j'ai acheté un projet à cause de toi. Tout ça, comme ça, je trouve ça cool. Je pense que qu'est-ce qu'on me souhaite de continuer peut-être à aider les gens puis que les gens, ça leur apporte une valeur. La journée que j'apporterai plus de valeur, mais mon il y a de la merde. Fait que, je comprends. Absolument. Mais je pense que c'est ça. Moi, je vais te le souhaiter, Jean-Philippe. Je vais te souhaiter d'autres belles épisodes du 13e étage. Je pense que ce que tu apportes est enrichissant. Je vois les commentaires passer, je vois les gens. J'ai vu l'impact sur moi-même, qu'est-ce que ça a donné par rapport à mon travail. Je pense que ce que tu nous fais, c'est exceptionnel. Puis c'était attendu. Alors, je te dis merci. Merci, puis, François. je vais souhaiter un beau merci à tous pour leur écoute aujourd'hui de l'émission spéciale. Je vous invite à être présent à la prochaine émission régulière du podcast 13e étage, là où on parle des vraies affaires. Merci, François. Bonne soirée.